d'appartenir à un ensemble qui va dans une même direction. Pour l'avoir vu aussi dans le travail fait en centre de diagnostic prénatal, c'est de croire que si nous faisons le chemin avec les gens pour les éclairer dans le mûrissement de leurs décisions, sans jamais les contraindre à une seule logique de prise en charge, ils apprennent quelque chose de leur propre réalité humaine. Donc le conflit de valeurs, ben voilà, on aimerait ne pas y être, mais il se trouve que la bioéthique nous y place. Et pour pouvoir analyser les paramètres, les enjeux de ce conflit de valeurs et ne pas rester en plan dans la situation conflictuelle, mais pouvoir dans ce contexte-là dire, eh bien, après avoir réfléchi, après avoir écouté des avis contraires, après en avoir reparlé, après l'avoir éventuellement prié, pour ceux qui sont chrétiens ou d'autres religions, eh bien, mon âme et conscience, je choisis de recourir ou je choisis d'y renoncer. Eh bien, le temps qui est pris pour ce mûrissement, je pense que c'est un temps qui nous humanise les uns et les autres. Mais on peut être amené à être dans des situations, à terme, où les décisions prises nous amèneront à prendre acte que la diversité demeure, qu'il n'y a pas une seule manière de se conduire. Une règle d'or en éthique. On porte un jugement sur des faits, jamais sur des personnes. Et pour porter un jugement éthique, c'est en général un vrai débat parce que on essaye de prendre en compte 3 dimensions différentes pour porter ce jugement éthique équilibré. On considère bien sûr la personne ou le couple, par exemple, stérile, qui demande une procréation médicalement assistée. On prend cette dimension singulière de la personne ou du couple dans son histoire, dans sa demande, dans ses désirs, dans ses souffrances aussi, bien entendu. C'est l'accueil de la souffrance des personnes directement concernées. C'est la dimension qu'on appelle singulière, la personne dans sa singularité. La deuxième dimension, c'est la dimension particulière, c'est-à-dire celle des normes, celle du droit, et c'est là que éthique et droit se rejoignent. La loi en particulier, la révision des lois. La troisième dimension, c'est la dimension universelle. Ce sont les principes fondateurs sur lesquels une majorité de gens se mettent d'accord, pour le bien commun aussi, justement. Par exemple, tu ne tueras pas. Et un jugement éthique équilibré, c'est un jugement qui prend les 3 dimensions. On voit bien que si j'en reste à la première dimension singulière, je vais accueillir les gens, bien sûr, mais je vais être très individualiste. Si j'en reste à la dimension de la loi, je vais être très légaliste. Si j'en reste à la dimension universelle, je vais être très idéaliste. Alors comment tenir en compte ces 3 dimensions? C'est justement là la difficulté, la complexité, mais aussi l'intérêt d'un jugement éthique équilibré qui, du coup, est un vrai chemin avec des tensions, avec des oppositions et avec la chance peut-être aussi de pouvoir déboucher sur une solution juste, sur des propositions justes, adapté pour une société à un moment donné de son développement. Je pense qu'il est légitime que tous les courants de pensée s'expriment, réfléchissent, évoluent éventuellement dans leur vision des choses à travers la confrontation des points de vue avec que ce soit les scientifiques, les médecins et naturellement toutes les philosophes, les personnes religieuses stricto sensu, ou religieuses et scientifiques, ou religieuses et philosophes, et ainsi de suite, les athées, enfin bref, que tous les courants de pensée s'expriment et que j'espère que ce débat soit fructueux et permette ensuite aux politiques, à notre représentation parlementaire de voter de façon éclairée des lois, en sachant naturellement qu'on revient, et c'est très bien ainsi, dans un cadre absolument laïque, et que c'est là que la loi se fait.
Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un débat majeur pour notre société. Donc il faut le voir à l'aune de l'histoire, et à l'échelle de l'histoire. Pendant 19 siècles, on s'est battu pour abolir l'esclavage. Déjà dans la Bible, quand saint Paul écrit à Philémon, il lui dit « Onésime, c'est ton esclave. S'il te plaît, regarde-le comme un frère. » Regardez, il a fallu attendre 1850 pour l'abolition de l'esclavage. Mais déjà l'Évangile disait cela. Donc moi je crois que de même qu'on a étendu la pleine dignité humaine à celui qu'on méprisait parce qu'il était d'une autre race ou parce qu'il était un esclave, j'espère que de ce débat, on étendra aussi la pleine dignité humaine à celui qui n'est pas encore né et à un être humain dès le début de sa conception. Voilà ma grande espérance dans ce débat. Qu'est-ce qu'un être humain ? C'est une question que je me pose en tant que biologiste, mais également en tant que fils. Quand mon père s'est suicidé, il m'a laissé une lettre qui se termine par une injonction « Sois raisonnable et humain ». Par conséquent, toute ma vie, depuis le suicide de mon père, je me suis posé la question « Qu'est-ce que c'est qu'être humain ?» L'être humain est l'unique exemple d'un processus d'une rupture, en quelque sorte. C'est que parmi le monde vivant, il y a tous les êtres vivants, sauf l'homme, qui ne sont nullement responsables ni de nous, ni d'eux-mêmes, et nous, qui avons la capacité de nous poser la question de notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis du reste de la nature. Ça, c'est une vraie brisure. J'aimerais une loi qui dise qu'est-ce qui mérite d'être protégé en l'humain? Qu'est-ce que l'humain en l'homme qui mérite d'être protégé?